Et bonjour à tous, vous êtes bien sur les Ocasa Seb, je suis Seb, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui peut sembler mystérieux, la blockchain. A tout de suite. Donc oui, la blockchain. Alors peut-être que vous avez entendu ce mot quelque part, ou même peut-être pas du tout, mais c'est parfait parce qu'on va tout reprendre depuis le début. Imaginez un moyen malin de noter des choses importantes, comme qui a payé quoi, sans avoir besoin d'une banque ou d'un chef pour tout vérifier. Eh bien c'est ça la blockchain. Dans cette vidéo, on va voir son histoire, ce que c'est exactement, comment ça marche, à quoi ça sert et même ce qu'on ne peut pas faire avec. Allez, pas de panique, on y va doucement et à la fin, vous allez être incollable. C'est parti. Attention, faisons un peu d'histoire. On va prendre une petite voix comme ça. Pour comprendre la blockchain, commençons par un petit voyage dans le temps. Bien avant 2008, peut-être que vous-même n'étiez pas né, des idées brillantes ont préparé le terrain. Dès 1991, deux chercheurs, Stuart Haber et Scott Stornetta, ont imaginé un système pour protéger des documents numériques. Leur idée? Utiliser des codes spéciaux pour marquer l'heure exacte d'un fichier comme un tampon impossible à falsifier. C'était une première étape vers la blockchain, même s'ils ne l'appelaient pas encore comme ça. Plus tard, dans les années 90, d'autres penseurs comme Nick Szabo ont rêvé de monnaie numérique sécurisée sans banque. Ces pionniers ont posé les premières pierres d'un grand puzzle. Puis arrive 2008. Cette année-là, en pleine crise financière, alors vous savez quand les banques ont flippé, hein, que tout était foutu, que tout était fini, en tout cas il y a une personne mystérieuse nommé Satoshi Nakamoto qui entre en scène. Alors, on ne sait pas si c'est un homme, une femme ou un groupe, mais Satoshi publie une idée révolutionnaire. Un cahier numérique partagé, sans chef, pour gérer de l'argent. Il appelle ça Bitcoin, et c'est la première blockchain en action lancée en 2009. Aujourd'hui, la blockchain a grandi bien au-delà du Bitcoin. Par exemple, il y a Ethereum, créé en 2015 par un jeune nommé Vitalik Buterin. C'est comme un grand cahier magique où on peut non seulement noter de l'argent, mais aussi programmer des choses comme des contrats qui se réalisent tout seuls. Une autre blockchain connue, c'est Cardano, qui veut être plus écologique et rapide, et elle a été lancée en 2017. Et puis plus récemment, il y a Hyperledger, utilisé par des entreprises pour suivre des produits, comme imaginons des tomates, du champ jusqu'au supermarché. Alors, de 2008 à maintenant, on a une blockchain qui est devenue vraiment ce qu'on peut dire une star mondiale. Bon, après cette petite histoire, on va se questionner sur le fait de la blockchain. Bah, se dire, bah, qu'est-ce que c'est ce truc? On va reprendre un peu l'histoire du cahier. Donc, imaginez un cahier géant où tout le monde peut écrire, mais personne ne peut tricher avec ce cahier. Alors, ce cahier, l'avantage, c'est qu'il n'est pas chez une seule personne. C'est une sorte de cahier quantique. Il est partagé entre des milliers d'ordinateurs dans le monde. Et chaque fois qu'on veut noter quelque chose dedans, par exemple, Paul a donné 10 euros à Marie, on l'écrit dans une page qu'on appelle un bloc. Ces blocs sont attachés les uns aux autres, comme une chaîne, et une fois qu'un bloc est rempli, impossible de le modifier sans que tout le monde le remarque. Ce qui est magique en fait dans ce système, c'est qu'il est sécurisé grâce à des codes spéciaux, un peu comme des cadenas numériques. Résultat, on peut faire confiance au cahier sans avoir besoin d'un patron ou d'une banque pour vérifier. C'est une façon tout à fait nouvelle de procéder pour garder des traces et le tout sans chef, sans superviseur pour regarder ce qu'on fait. Donc vous doutez bien que c'est pas aussi simple qu'un cahier. Déjà, il y a plusieurs types de blockchain, les fonctionnements sont différents. Mais déjà, on va essayer de s'attarder sur les types de blockchain. N'abandonnez pas, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Donc, il n'y a pas qu'une seule version, comme je disais, mais plusieurs.
selon qui peut les utiliser et comment elles sont gérées. Donc il y en a 3 principales. Il y a les chaînes publiques. Donc ces chaînes publiques, elles sont ouvertes à tout le monde. Imaginez une sorte de grand cahier où n'importe qui peut écrire ou vérifier tout ce qui est écrit. Ben, comme un peu le Bitcoin ou Ethereum. Tout le monde peut participer. Vous, moi, votre voisin, tout est visible. C'est super transparent, mais comme il y a beaucoup de monde, ben forcément, ça peut être lent. Un peu comme le Solana dernièrement. Il y a aussi les blockchains privées, mais elles sont fermées, réservées à un groupe précis. Par exemple, une entreprise, comme je le disais tout à l'heure, pour gérer son stock. Donc il y a seules des personnes autorisées qui ont accès, et donc c'est peut-être plus rapide, mais c'est aussi plus contrôlé et moins ouvert. Puis on a les blockchains en consortium. C'est une sorte de mélange des deux. Elles sont gérées par un groupe d'organisations qui travaillent ensemble, par exemple plusieurs banques pourraient l'utiliser pour partager des informations entre elles. Mais pas avec tout le monde. Ça reste sécurisé et efficace, mais sans être totalement public ou totalement privé. Enfin, en résumé, il y a des blocs pour tous, quoi. Il y en a des publics où tout le monde participe, il y en a des privés pour les gens, pour des clubs fermés, et il y en a une en équipe pour des partenaires. Bah, ça dépend juste de qui doit y avoir accès et pourquoi. Donc maintenant qu'on a vu les différents types, forcément il y a différents types de fonctionnement. Alors je vais essayer de vous prendre une sorte de fonctionnement générique pour les blockchains pour que ce soit un peu plus simple à comprendre. Donc prenons un exemple, je veux envoyer 5 € à mon pote Tom avec une blockchain. Comment ça se passe? Alors déjà, je note l'idée. Mon envoi de 5 € est mis dans une sorte de boîte qu'on appelle bloc. Cette boîte contient un code secret comme une étiquette unique. Paf, voilà, j'ai mon petit truc. Ensuite, tout le monde vérifie. Cette boîte est envoyée à plein de gens. Ces gens qui sont appelés des nœuds, parce que forcément, ce n'est pas des gens, c'est des ordinateurs qui regardent ça, sont appelés des nœuds et regardent tous ensemble si c'est bien moi qui envoie et si j'ai assez d'argent. C'est comme si plein de gens autour de moi confirmaient bien que tout est OK dans la boîte que je suis en train de partager. Ensuite, on attache la boîte. Donc une fois que tout le monde est d'accord, la boîte est ajoutée à une longue chaîne de boîtes précédentes. Elles sont nouées entre elles et impossible de changer une boîte. Par exemple, si je regarde 3 boîtes en arrière, hop, j'ai envie d'enlever la boîte. Impossible de l'enlever puisque ça casserait toute la chaîne. Et ensuite, une fois que c'est fait, bah, tout le monde met à jour son cahier. Chaque ordinateur garde une petite copie du cahier, donc chacun a une petite copie du bloc. Et voilà, on considère que mes 5 € sont chez mon pote Tom. Alors c'est un système qui est sûr, évidemment, mais surtout qui demande beaucoup de travail aux ordinateurs, de vérifier sans arrêt les échanges. Parce que bien sûr, il n'y en a pas qu'un, c'est pas juste à une personne, à son pote Tom, qui envoie bien sûr 5 €. C'est des milliers de personnes, des fois des millions. Donc ok, on a parlé de tout ça, c'est très bien, mais pourquoi faire ça en fait? Ben, juste parce que la blockchain a plusieurs buts vraiment très intéressants. D'abord, elle vise à supprimer les intermédiaires. Plus besoin d'une banque pour envoyer de l'argent ou d'un notaire pour signer un contrat. Donc parce que plus vous avez d'intermédiaires, tout simplement, plus c'est compliqué, plus vous risquez de tomber sur des voleurs et des banquiers, ou les deux en même temps. Ensuite, rendre les choses plus sûres. Avec tous ces ordinateurs qui surveillent, ben, ça devient difficile de tricher, tout simplement. Il y a moins d'AGO possible à rajouter, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, la blockchain aide aussi à rendre tout clair. On peut voir qui a fait quoi, comme une sorte de reçu gigantesque, une sorte de ticket de caisse immense, où on voit le détail, en fait, de toutes les transactions qu'il y a eu. Et puis enfin, elle fait des trucs automatiques. Par exemple, elle peut déclencher un contrat tout seul quand les conditions sont remplies. Donc par exemple, bah voilà, j'ai acheté 3 tomates, et ben paf, vous avez direct une réduction, il n'y a pas besoin de passer par une dizaine de caisses enregistreuses. Là, vous avez le contrat qui se déclenche. Enfin bref, elle peut simplifier en fait la vie et la rendre plus juste. Et surtout, eh ben, vous en avez le contrôle. Ben oui, puisque c'est qui tous ces petits nœuds? C'est bien des gens du quotidien. Donc du coup, effectivement, c'est l'ensemble de la population, tout du moins ceux qui veulent bien répliquer les transactions, qui sont au contrôle euh, des différentes blockchains. Bref, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas un super pouvoir. C'est pas une boîte magique où on peut mettre tout ce qu'on veut dedans.
elle va pas transformer l'économie non plus et elle va pas changer forcément très en profondeur votre quotidien. Elle va pas vous rendre millionnaire, quoi. Elle est faite pour stocker des choses très précises, pas des films ou des photos non plus. C'est pas quelque chose qui est infaillible. Par exemple, si je mens dès le départ, par exemple, voilà, je dis à mon pote Tom, là, j'ai 5 euros, mais je marque sur le cahier, j'ai noté, je lui ai donné 100 euros. Bah, la blockchain, elle ne peut pas le savoir. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui vérifient et des gens qui soient honnêtes entre eux. Donc, c'est un accord de confiance finalement. Et puis, elle a des défauts. Par exemple, elle utilise beaucoup d'électricité. Si on assemble tous les utilisateurs, tous les usagers de la blockchain pour faire cette blockchain, eh ben, ça consomme presque comme une petite ville. Donc, heu, c'est un problème. Et puis elle peut être lente, surtout quand plein de gens l'utilisent en même temps. Forcément, il y a des bouchons. Et puis elle est compliquée à installer et à comprendre dès le début. Donc oui, tout ça assemblé, on voit bien que c'est pas quelque chose qui est le miracle absolu. Par contre, au fur et à mesure de ces développements, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se profile de très intéressant pour tout le monde. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait un joli tour d'horizon. J'espère que vous en savez tous un peu plus sur la blockchain. Alors, on est resté superficiel. J'ai essayé de rendre ça un peu intéressant. On a vu son histoire, depuis l'idée jusqu'à aujourd'hui. On a vu comment ça fonctionnait, avec mon histoire de petit cahier ou de grand cahier. On a pu voir également à quoi elle servait, on a pu voir ses limites. Alors pour moi, c'est quelque chose, c'est vraiment une invention incroyable qui va changer plein de choses autour de nous. Pas forcément en profondeur, mais en tout cas, sur l'ensemble du système financier, ça peut avoir des conséquences assez intéressantes et puis surtout pour notre pouvoir d'achat. Donc voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi. J'espère que ce fut clair et intéressant. Si oui, laissez un petit pouce bleu ou un commentaire, sinon, ben, tant pis. En tous les cas, on se retrouve bientôt pour d'autres explications simples. C'était Seb, des Occasions à Seb. À plus!